Bienvenue à nouveau à l'Institut des Libertés. Cette fois-ci, on va parler d'un sujet tout à fait étonnant, dont personne ne parle jamais. Donc, ce sera une exclusivité Institut des Libertés. On va vous parler de la France. C'est un sujet qui semble n'intéresser plus personne, mais qui passionne les trois personnes qui sont ici. Moi, dont les ancêtres ont quitté l'Alsace pour rester français, dont le père a été condamné à mort parce qu'il était gaulliste en 1941, donc il y a une histoire d'histoire familiale. Le général Soublé qui lui a consacré sa vie au service du pays, si je peux me permettre, et qui n'a pas l'intention de s'arrêter sous prétexte qu'il est à la retraite. Et Rafik Smati qui m'est tout à fait sympathique, parce que c'est un homme qui est d'origine algérienne et qui a choisi la France. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que j'ai toujours dit que la France... Être français, c'était une espèce de déclaration d'amour à un pays, et qu'on choisissait d'être français. On n'était pas un bon français parce qu'on était né français, mais si on avait choisi d'être français et qu'on l'aimait vraiment, je crois que c'est à ce moment-là le plus beau cadeau qu'on puisse faire à ce pays. Donc, on va vous parler de la France. Et on va peut-être essayer de discuter entre nous de ce que ça représente pour nous. Qu'est-ce que c'est que la France? C'est De Gaulle qui, dans ses mémoires, disait « Je me suis toujours fait une certaine idée de la France ». On l'imagine bien, petit, il devait déjà être grand, mais enfin petit. Réfléchissant à ce que c'était la France. Et je vais vous dire un truc qui, pour moi, puis je vous laisserai la parole à tous les deux, au début, comme ça, il faut que vous parliez un peu avec votre cœur, c'est de dire... Moi, je vais vous dire ce que c'est que la France pour moi. C'est un pays assez curieux. J'ai été dans tous les pays du monde, j'ai vécu dans tous les pays du monde. C'est le seul pays que j'ai rencontré où les hommes et les femmes s'entendent bien. Il y a quelque chose d'extraordinaire en France, c'est la complicité entre les deux sexes. Ça a commencé avec les cours d'amour à Toulouse au XIIe siècle. Et c'est un endroit où finalement on avait réussi. J'ai vécu en Angleterre, j'ai vécu aux États-Unis. Les hommes sont d'un côté, les femmes sont de l'autre. En fait, ils se rejoignent de temps en temps, sans ça, ça créerait des problèmes démographiques. En fait. Il n'y a pas d'affection. Ce qui m'a toujours surpris en France, c'est ce côté affection entre l'homme et la femme. Et ça, j'ai toujours trouvé ça une merveille de civilisation. Alors vous, mon général, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais dites-moi ce que c'est que pour vous la France, puis on en discutera après, parce qu'elle traverse un certain malaise, la France, donc j'aimerais qu'on en parle aussi du malaise, non seulement de ce qu'est la France pour nous, mais du malaise qu'elle traverse. Bon, écoutez, moi c'est très simple, pour moi la France, d'abord c'est toute ma vie, puisque j'ai consacré ma vie à la France, qui est un pays absolument magnifique, dont on ne perçoit les qualités et les atouts que lorsqu'on en est parti ou lorsqu'on est un étranger et qu'on fait des comparaisons. Alors pour moi la France c'est d'abord un peuple, c'est un territoire, c'est une histoire. Et hélas, je trouve que depuis un certain nombre d'années, on néglige tout cela. Et en particulier l'histoire de France que l'on bâcle dans un certain nombre de programmes à l'école. Et or, ce qui fait la force d'un peuple, c'est son histoire et sa capacité, à travers son histoire, à se projeter dans l'avenir. Or, aujourd'hui, nous faisons des impasses sur notre histoire et nous sommes désormais absolument incapables de nous projeter dans l'avenir. Or, l'avenir d'un peuple, c'est avant tout ce pourquoi nous devons tous travailler. Et je suis toujours très étonné de voir le peu de cas que nos hommes politiques font de l'histoire de notre pays. Et là, je vous arrête une seconde, parce qu'il y a toute une série d'hommes politiques qui semblent croire que la France a commencé en 1789. Il y avait une vieille et longue histoire avant, si vous voulez. Donc, la France, ça n'est pas la République. La République fait partie de l'histoire de France, bien entendu, mais la France, ça n'est pas la République. La France, ça a commencé avant, c'est ce que disait Bernanos, terre de fous, de philosophes et de bâtisseurs de cathédrales. C'est ça la France, c'est la terre des fous, des bâtisseurs de cathédrales et des philosophes. Donc, grosso modo, ça n'a pas commencé en 1789. Quoi. Oui, notre histoire de France est millénaire et on ne peut pas la segmenter. Il faut la prendre dans son ensemble et parfois même, je vois certains procès qui sont faits à des hommes du passé parce qu'ils ont été ce qu'ils ont été et qu'on les juge aujourd'hui à l'aune des opinions d'aujourd'hui. Je trouve ça un peu ridicule. On a fait quelques procès, on a déboulonné quelques statuts. Tout ça n'est pas sérieux et nous devons porter sur notre histoire, mais depuis le début
début, vous avez parfaitement raison, bien avant 1789. Nous devons porter un regard global qui nous permette de comprendre qui nous sommes et vers quoi nous devons aller. Tout à fait, mais pour moi, si vous voulez, l'histoire de France commence vraiment, probablement le moment où le sentiment d'appartenir à quelque chose de spécial, ça a été Bouvines, c'est-à-dire 1214. C'était le moment où d'un seul coup, le peuple de Paris est allé se battre contre les Anglais, comme d'habitude, les Allemands, comme d'habitude, les Hollandais, comme souvent, et a gagné. Donc, si vous voulez, c'était la première victoire nationale française, ça a été Bouvines, à mon avis. Donc, ça fait quand même une vieille histoire, quoi. Il y a peut-être que l'Angleterre qui est plus vieille que nous, et encore. Et vous, parce que vous aussi, vous êtes... Mais vous l'avez choisi, c'est ce qui est encore plus intéressant. Expliquez-moi pourquoi vous l'avez choisi, parce que ça, je trouve ça passionnant. Il y a un synonyme que certains emploient souvent pour parler de la France, dont le président de la République actuelle, d'ailleurs. L'Hexagone. Mais non. Et alors ça, c'est le mot qu'il ne faut surtout pas prononcer devant moi. Parce que résumer la France à une figure hexagonale, c'est le pire discrédit que l'on puisse jeter sur un pays 2 fois millénaire. La France, puisque l'on commence par parler de la géographie, la France n'est pas un hexagone, c'est un archipel. La France, c'est la première puissance maritime du monde. 11 500 000 km² de zone économique exclusive. La France des mers et la France de la terre, c'est un pays plus grand que la Chine. Donc, je profite de cette introduction pour pousser ce coup de gueule contre tous ceux qui disent que la France est un petit pays. Ah, ça m'énerve. La France est un grand pays. Quand Giscard a dit ça en 74, quand il a été élu, je me suis dit, mais quel con. 1%, mais on s'en fout d'être qu'1%. Mais non, absolument pas. La France est le pays du monde dans lequel le soleil ne se couche jamais parce que nous sommes présents sur toutes les mers et sur tous les continents. Donc disons-le et ne boudons pas notre fierté d'être français et d'être partie prenante de cet archipel. Ça, c'est pour la géographie, Charles. Ensuite, il y a l'histoire. Vous en avez parlé rapidement. Il y a peu de peuples dans le monde aujourd'hui qui peuvent s'enorgueillir d'avoir 2000 ans d'histoire quasiment. Très peu. Très peu. Et cela... Les Chinois, c'est 5000, mais enfin, ils sont spéciaux. Il y en a d'autres, et d'ailleurs en Europe, j'ai une admiration sans nom pour la civilisation romaine notamment, mais nous en France, nous avons 2000 ans d'histoire, et ces 2000 ans nous obligent. Parce que quand nous sommes, nous aujourd'hui, modestes Français d'aujourd'hui, eh bien nous sommes les dépositeurs, nous sommes les garants de ces 2000 ans d'histoire. Ces 2000 ans d'histoire, vous avez eu 40 rois qui ont compté, qui se sont succédés, vous avez eu 3 empereurs, vous avez eu 5 républiques, 3 révolutions. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, et nous sommes tous les dépositaires de cette histoire 2 fois millénaire. Vous avez eu des Français qui se sont battus, qui sont morts pour des idéaux, et nous avons le devoir de poursuivre l'histoire de France pour eux, et pour les Français de demain, et pour nos enfants. La France, c'est quelque chose de magique. Que je vais vous raconter une anecdote. Quand j'allais à une époque, dans mon jeune âge, régulièrement passer mes vacances d'été en Algérie avec mes parents. Et quand nous revenions en France, il y avait quelque chose d'impalpable que je vais malheureusement avoir du mal à vous transmettre. Un air de liberté, un air d'ouverture. Et mon père avait coutume de me dire, quand nous arrivions sur le tarmac d'Orly ou de Roissy, « Ah, mon fils, la France ». Vous voyez, ces 2 mots magiques, la France. Et aujourd'hui, ce qui me révulse et ce qui me fait de la peine aussi, c'est de voir qu'une grande partie de nos compatriotes ne sont pas conscients de la puissance de ce mot. Parce que la France n'est pas qu'un pays, la France est une idée, c'est un mode de vie, c'est même une civilisation. C'est la civilisation alternative. Exactement. À celle des anglo-saxons, en quelque sorte. Et être français aujourd'hui, c'est avoir une mission, c'est être dépositaire de cette mission et de ces valeurs. Et c'est une chance qui nous donne effectivement des droits, mais surtout qui nous donne des devoirs. C'est ça aujourd'hui, être français. Oui, mais écoutez, je suis très touché à ce que vous dites. Alors, c'est ce que disait Romain Gary, vous savez, il disait qu'il était juif, ukrainien, compagnon de la libération, Normandie-Yémen, qui s'est battu comme un chien pour la France. Et il disait, je n'ai pas une goutte de sang français dans les veines, mais la France coule en moi. Vous voyez, donc c'est quelque part, la France, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu une histoire d'amour. Et on peut on peut tomber amoureux de quelqu'un qui est complètement différent de vous, donc ça c'est pas la question. Mais alors maintenant, je voudrais arriver à la deuxième partie, une deuxième idée. Il y a un énorme malaise en France. La France n'est plus un pays heureux. Quand j'étais dans les années 70, que je suis arrivé à Paris, après avoir fait mes études à Toulouse et aux États-Unis, la France était un pays heureux et gai.
Et maintenant, quand vous vous promenez dans les rues, vous voyez, les gens sont quand même, je me trompe peut-être, mais ils me donnent l'impression d'être malheureux et tristes. La France était le pays le plus gai d'Europe. Enfin, tout le monde venait faire la fête à Paris, c'était connu. Donc, je voudrais que vous m'expliquiez. Vous avez des angles différents, vous avez été homme d'affaires, vous avez été militaire, moi je me suis baladé dans le monde entier. Mais si vous voulez, on va parler un petit peu des raisons qui font que la France est en dépression nerveuse aujourd'hui. Je trouve. Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qu'on lui a fait pour rendre ce peuple gai, entreprenant, créateur de beauté, des gens qui ont la plus grosse consommation d'antidépresseurs en Europe, quoi. Je veux dire, il y a quelque chose qui s'est passé dans ce pays. Qu'est-ce qu'on a fait à ce pays pour qu'il soit abîmé comme ça, mon général? Écoutez, alors on fait abstraction dans cette analyse du contexte sanitaire actuel. Et de l'économie. Voilà. C'est pas l'économie. L'économie, c'est pour les épiciers. Enfin, je veux dire, il y a le peuple, l'âme du peuple est plus importante que l'économie. Ben, je crois que notre pays souffre d'un malaise qui peut s'expliquer par la rupture qui existe aujourd'hui entre le peuple et les élites. Le peuple ne se retrouve plus du tout dans les élites et subit la règle, les lois que votent ceux qui sont au pouvoir, sans malheureusement pouvoir y faire quelque chose et se trouve dans une situation de subir en permanence. Alors, nous avons... Ce que vous dites, c'est que on a des lois qui nous sont imposées et finalement... on ne les approuve pas, on n'est pas content du résultat, ou on ne sait pas ce qu'on voulait. Eh bien, c'est-à-dire que les lois aboutissent pour un certain nombre d'entre elles exactement au contraire de leur but initial. Normalement, les lois sont là pour réguler, j'allais dire, la vie sociale et faire en sorte que les Français puissent vivre en pleine harmonie. Eh bien, aujourd'hui, on se rend compte, quand vous interrogez tout simplement les Français sur ce qu'ils retiennent du monde dans lequel et de la société dans laquelle on vit, que ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, ils sont toujours emmerdés avec des réglementations qui viennent s'imposer à eux, ils ne comprennent pas pourquoi on veut les amener dans un endroit où ils n'ont pas envie d'aller. Tout ça fait que cette rupture-là... eh bien, créer ce malaise et je dirais un refus systématique de ce qu'est en règle générale l'autorité de l'État. Quand l'État, dans notre pays, arrêtera, c'est Pompidou qui le disait, c'est pas moi. Arrêtez d'emmerder les Français. Arrêtez d'emmerder les Français. Nous avons une administration pléthorique, notre pays, au lieu d'être gouverné, est administré. Nous sommes suradministrés. Les gens en ont assez de cette suradministration. Ils voudraient avoir un peu plus de liberté d'entreprendre, avoir une vision de l'avenir un peu mieux dessinée, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que les Français voient? À part le lendemain et peut-être le surlendemain, mais qui dans notre pays aujourd'hui a une vision? Qui communique aux Français la vision de ce que sera la France dans quelques années? Personne. Donc on est engoncé dans nos petits fonctionnements quotidiens qui ne sont pas satisfaisants, en tout cas qui ne satisfont pas les Français, et personne ne vient au secours de cette envie de vivre qu'ont les Français. Mais ce que vous dites, ça me rappelle quelque chose, c'est que ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui s'est passé en Angleterre, en Europe, en France, c'est que un certain nombre de décisions ont été prises par des élites et les gens n'en voulaient pas de ces décisions. Mais une grande partie de ces décisions qui sont imposées l'ont été par des juges que personne n'a élus. Donc vous avez une grande partie des changements sociétaux qui sont produits dans ces pays qui ont été faits par la Cour de justice européenne, etc. Donc l'un des problèmes que l'on a, c'est qu'il y a une grande partie de ces décisions sociétales qui ont une influence énorme sur nos pays, qui ont été prises par des gens que personne n'avait élus. Donc on a assisté non seulement à un dévoiement de la démocratie, mais en fait il y a des gens qui ont pris le pouvoir, qui n'ont pas légalement, le juge doivent appliquer la loi, ils ne doivent pas faire la loi. Or de plus en plus dans tous nos pays, les juges font la loi. Donc on a assisté aussi à un dévoiement du monde de la justice, qui se permet maintenant d'intervenir dans les élections présidentielles, comme on l'a vu avec Fillon, comme on le voit maintenant avec Sarkozy. Donc, il me semble qu'il y a aussi quelque chose. Il faudrait que les Français réfléchissent sur le rôle, pas simplement du politique, mais de la justice.
Parce que là, il y a un gros problème. Rafik, expliquez-moi pourquoi les Français sont malheureux. Vous ne l'êtes pas, moi non plus, vous non plus. Mais... La question que vous posez là est fondamentale. Comment en sommes-nous arrivés là? Voilà. Eh bien, vous prenez, je vais commencer par une métaphore. Vous prenez une fleur. Une fleur, donc une fleur magnifique, rayonnante, vous la coupez de ses racines. Qu'est-ce qui va se passer? La fleur va continuer à vivre quelques jours, mais au bout de quelques jours, elle va faner. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec la France. Et vous le savez, vous l'avez dit tout à l'heure, mes racines ne sont pas gauloises. Mais pour autant, j'ai adopté la plante dans son intégralité, et y compris de par ses racines. Eh bien, ce qui s'est passé depuis maintenant plusieurs années, voire plusieurs centaines d'années, cette entreprise de déconstruction de cette histoire millénaire de la France, cette volonté impérieuse de faire, vous l'avez dit, démarrer l'histoire de France à 1789 et pas il y a 1500 ans ou 2000 ans, eh bien ça a contribué à casser ce qu'est la France, à la déraciner. Et quand on enlève la fleur de ses racines, eh bien elle fane. Eh bien c'est ce qui est malheureusement en train de se passer aujourd'hui. Et alors, si on pousse le raisonnement et que l'on regarde comment la nation française s'est constituée, eh bien la nation française, c'est une caractéristique qui est, je crois, quasiment unique dans le monde. En France, l'État a précédé la nation. Tout à fait. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que c'est l'État, c'est notamment le pouvoir royal, qui a constitué la nation française. Et c'est quelque chose d'assez singulier. Eh bien, ensuite, il y a eu un effet de balancier, et on l'observe singulièrement depuis maintenant 40 ans, c'est que l'État, qui a fait la nation, est en train de défaire la nation. L'État, parce que tout simplement, il ne remplit plus ses missions. L'État qui n'a plus un rôle de verticalité historique et d'ancrage et d'enracinement et de permanence, qui a un rôle de déconstruction lié à son statut extrêmement hypertrophié et technocratique, qui fait que la France n'est plus dirigée, n'est plus gouvernée, vous l'avez dit tout à l'heure, mais administrée. Et aujourd'hui, c'est ça qui se passe. Je vais vous donner un exemple. Il y a eu un chiffre qui me... Vous disiez, on ne va pas parler d'économie parce que c'est compliqué. C'est pas l'essentiel. Mais je vais vous donner un chiffre qui en dit long. Une enquête de Pricewaterhouse qui m'a marqué. Sur un produit qui est vendu 100 € dans le commerce, 100 €, TTC. Eh bien, vous avez 15 € qui vont sous la forme d'achat de matières premières. Vous avez 20 € qui vont dans la poche des salariés. Vous avez 3 € qui vont dans la poche des actionnaires. Mais vous avez 62 € qui vont dans la poche de l'État. C'est ça la réalité. Et alors, quand nous avons en France un climat de lutte des classes, par exemple, entre les salariés et les entreprises et les actionnaires, on fait croire que c'est l'un contre l'autre. Mais non, la réalité, c'est que c'est nous tous contre ce Léviathan qui est devenu obèse et qui ne remplit pas sa mission aujourd'hui, qui nous fait les poches et qui ne rend pas les services qu'il doit rendre en face. C'est ça, le chaos dans lequel est notre pays aujourd'hui. Donc, ce que vous êtes en train de faire comme diagnostic, c'est que dans le fond, nous sommes en train d'être étouffés par un boa constrictor qui ne remplit plus ses rôles régaliens, qui les a tous délégués à l'extérieur, ce qui rend les Français foudrages d'ailleurs, à Bruxelles, etc. Et qui se débrouille quand même pour nous siphonner ce qu'on crée. C'est une idée un peu similaire à celle que j'ai exprimée peut-être souvent ici, je m'excuse si les gens l'ont déjà entendue, mais enfin, je considère que politiquement, que dans un pays, vous avez trois niveaux de conscience, en quelque sorte. Vous avez le peuple, vous savez, tout le monde se décarcasse pour essayer d'élever ses enfants, de vivre, de travailler, de rendre utile, enfin bref. Vous avez l'État, l'administration, qui est la partie certaine du système, parce que l'État a besoin de certitude. Donc vous avez des fonctionnaires qui connaissent tous les rouages, et pour être un fonctionnaire, il faut faire des études, parce que c'est compliqué l'État, donc il faut savoir sur quel bouton appuyer, sur quel levier tirer, etc. C'est très compliqué. Et puis vous avez tout en haut, comme dans une entreprise, le gars qui est chargé de protéger les autres de la foudre. Vous savez, le gars qui ramasse le paratonnerre. Dans l'armée, on connaît ça aussi. Hein. Vous savez, le gars, c'est le rôle du chef, c'est ce que disait De Gaulle. Vous êtes foudroyé, si vous êtes trompé. Pétain, il est foudroyé. Pas de peau pour lui, mais enfin, c'est comme ça, quoi. Eh bien, je crois qu'avec les années Giscard, la classe administrative a pris progressivement le pouvoir de la classe politique. Et qu'on n'a plus de classe politique en France, on a une classe administrative qui est devenue folle et qui a pris le pouvoir politique. Et que c'est ça dont on crève. Et c'est parce que la seule façon d'exister pour ces gens-là, qui ne créent pas, qui administrent, c'est de faire croître la taille de l'administration jusqu'à la fin des temps.
Donc la seule façon d'empêcher l'administration de bouffer tout le monde, c'est que le politique l'en empêche ou que le peuple se révolte. Vous voyez ce que je veux dire? Et je crois qu'on est arrivé à un moment où il va falloir que le peuple se révolte et que le politique revienne. Je crois que c'est ça, donc on essaye de dire les uns et les autres, non? C'est exactement, vous l'exprimez remarquablement. Prenez l'exemple de l'ENA. C'est très intéressant les raisons qui ont poussé Michel Debré à créer l'ENA. Le général de Gaulle, qui détestait les partis politiques, donc qui détestait l'idée de politique de carrière, était parti du principe selon lequel, et que nous partageons, que c'est à la société civile de prendre son destin en main. Et que c'est à la société civile que d'être représentée dans les organes de pouvoir. Mais la société civile n'a pas forcément tout le savoir-faire de l'appareil d'État, et donc on va former des techniciens que l'on va mettre à la disposition de cette société civile pour qu'elle puisse exercer le pouvoir. Toute la perversion du système, c'est quand ces techniciens qui ont été formés pour soutenir la société civile ont décidé d'abandonner cette société civile et de s'accaparer le pouvoir parce que finalement c'était plus simple pour eux et c'était rentable. Et toute la perversion est arrivée à ce moment-là. Mais ceci dit, sans vouloir dire charger des gens qui sont morts, mais Debré a été un des grands responsables du désastre qui nous occure, parce que c'est qui nous arrive, parce que c'est quand même lui qui a créé la Constitution de la 5e, qui est un monstre technocratique, puisqu'il n'y a pas de contre-pouvoir au pouvoir exécutif, si vous voulez. Le pouvoir législatif n'existe pas, le pouvoir judiciaire, il est à la ramasse, il n'y a pas de contre-pouvoir. Ensuite, c'est lui qui a créé l'ENA, c'est lui qui a créé l'École nationale de la magistrature, et c'est lui qui a permis la fusion des banques d'affaires et des banques de dépôt. C'est-à-dire qu'il a fait tout pour que cette classe administrative réussisse à capturer l'essence du pouvoir. Donc Debré, c'est celui qui a tué la France. Il faut le savoir. Hein. Il a créé les conditions pour que ses successeurs puissent le faire. C'est ça. Ben enfin, il a créé toutes les institutions idiotes, quoi. Pour parler clairement, toutes les institutions qui permettaient cette capture de la France par une classe administrative, c'est lui qui les a créées. Et donc, il faudrait bien réfléchir sur le rôle de Debré dans l'histoire. C'est un peu comme le rôle de Colbert, si vous voulez, qui a ruiné la France. Il y a des gens dont on a dit du bien dans l'histoire du France qui ont été des vrais désastres, quoi. En général, votre opinion? Ben, écoutez, moi, l'administration, je pense qu'elle est absolument nécessaire et utile. Mais bien sûr, mais à sa place. La question, voilà. Et il faut simplement qu'elle reste à sa place. Or, elle a pris une place qui n'est pas la sienne dans notre pays. C'est tout à fait clair. Moi, je l'ai observé dans toute ma vie, puisque j'ai été au contact de l'administration toute ma vie. Et j'ai même fait partie d'une administration, puisque l'institution militaire est aussi une forme d'administration, avec un statut particulier et un mode de fonctionnement particulier. Mais c'est vrai que dans notre pays, l'administration est utile. La seule question qui se pose, c'est est-ce que cette administration est utile aux Français? Et est-ce qu'elle rend les services qu'elle doit rendre aux Français? Moi, je dis aujourd'hui que non. Elle est pléthorique, elle coûte très cher, et elle ne rend pas les services qu'elle devrait rendre aux Français. C'est ça le sujet. Et donc les Français ne se reconnaissent pas dans ce système-là, qu'ils regardent d'un œil très méfiant. Et vous avez raison lorsque vous disiez tout à l'heure, Charles, à propos de la justice. Parce que c'est une institution que j'ai côtoyée toute ma vie, puisqu'on travaille avec la justice. Les magistrats sont des fonctionnaires, entre guillemets, avec un statut très particulier. La seule difficulté, c'est que bien souvent, ils ont été négligés par le pouvoir politique pour différentes raisons. Je ne veux pas rentrer là-dedans parce que c'est un peu compliqué, mais le résultat, c'est que aujourd'hui, les Français n'ont plus confiance dans la justice, parce que la justice n'est pas capable de rendre des décisions dans des délais convenables par rapport aux victimes, par rapport aux préjudices que les gens ont subis. Et ça, c'est vraiment terrible. Et par ailleurs, cette justice, vous l'avez dit, se substitue parfois à la loi par le biais de la jurisprudence. Et ça, j'ai quelques exemples en tête où le législateur n'a pas fait le travail qu'il devait faire, et les magistrats, et donc la justice, s'est substituée au législateur au fur et à mesure de la jurisprudence, et on arrive parfois à des situations ubuesques où ce sont les magistrats qui décident de la régulation de notre société, alors que typiquement c'est le rôle du législateur et de l'Assemblée nationale. Donc cette inversion des rôles était extrêmement dangereuse, et je pense que même si elle n'est pas tout à fait perceptible par les Français, il y a quand même un sentiment de malaise qui est quand même relativement présent dans notre société. Mais je suis tout à fait d'accord. Pour moi,
on ne peut pas demander à tout le monde d'essayer de réfléchir sur la façon dont la société marche, c'est impossible parce que... Mais même si vous réfléchissez pas, etc., vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je veux dire, vous faites, si j'ose dire, le paysan gascon, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi, en ce moment. Il se dit, mais c'est pas comme ça. Non, ça marche pas, quoi. Mais il sait pas très bien pourquoi. Mais en tout cas, il sent très profondément que c'est pas ce qu'il voulait. Et donc, je voudrais en venir là à la fin, on arrive dans des échéances électorales. Je sais que tous les deux, vous essayez de vous décarcasser pour essayer de trouver des solutions à ce malaise, des solutions qui soient démocratiques, parce que tout casser et remettre les compteurs à zéro, on sait que ce sera pire après, quoi. Donc il faut pas tout casser, il faut remettre les choses en ordre, mais sans rien casser. Et donc, dans le fond, le débat qu'on a entre nous, qui n'en est pas un d'ailleurs, parce qu'on a tendance à être d'accord, il faut essayer de rendre la parole au souverain. Ce que vous avez dit l'un et l'autre, avec quoi je suis d'accord, c'est que dans le fond, nos élites se sont coupées du souverain. C'est le peuple. Le souverain, c'est le peuple. Hein, les élites se sont coupées du souverain. Et elles parlent en son nom, mais elles font le contraire de ce qu'il veut. Si ça continue, ça ne peut pas ne pas nous amener dans une situation révolutionnaire. Parce que c'est ce qui s'est passé déjà dans l'histoire de France. Toute l'astuce des Anglais, ça a toujours été quand le peuple commençait les élites comprenaient et changeaient. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que l'Angleterre, l'élite, c'est une espèce d'aristocratie, donc qui se renouvelle tout le temps, donc qui vient du peuple. Tandis que nous, on a tendance à avoir des élites qui s'arc-boutent, qui sont des noblesses, qui s'arc-boutent sur leurs privilèges. C'est la différence entre la noblesse qui est héréditaire et l'aristocratie qui est ouverte. Donc nous, on a une noblesse, et la noblesse a tendance à se figer, et la seule façon de faire sauter, c'est de la dynamiter, quoi. Souhaitons qu'on n'en arrive pas là. Donc, je voudrais poser la question à tous les deux, vous en tant qu'homme d'affaires, vous en tant qu'ancien militaire, c'est comment rend-on la parole au souverain maintenant en France? Parce qu'ils ont monté des systèmes électoraux qui empêchent le peuple de reprendre la parole. On l'a bien vu au moment du traité de Lisbonne, vous savez, etc. Alors, essayez-moi d'expliquer, vous qui réfléchissez sur les problèmes politiques, comment on rend la parole au souverain? La politique, Charles Gave, c'est d'abord et avant toute chose, je vais dire un truisme, pardonnez-moi, mais après tout, nous parlons de la France, qui est tout aussi un truisme, mais la politique, c'est l'art de se battre pour des idées. Alors je le dis de manière aussi simple parce que, hélas, ce n'est plus le cas dans notre pays. Vous avez des partis politiques qui, pour la plupart d'entre eux, sont devenus des clubs d'élus ou des écuries présidentielles et qui ont complètement renoncé à la bataille des idées. Nous sommes aujourd'hui, si nous sommes devant vous aujourd'hui, c'est que nous pensons, contrairement à ce que disent certains qui ne croient plus en la France, nous pensons qu'il y a un avenir possible pour notre pays. Que nous sommes à un pivot, nous sommes à un moment qui est extrêmement difficile et que probablement que les 5 ou 10 prochaines années seront absolument décisives. Vous avez malheureusement un scénario qui est probable, qui est celui d'un déclin de notre pays, pour plein de raisons, mais vous avez un autre scénario qui est moins probable, mais qui est possible, et c'est pour lui que nous nous battons, qui est celui de porter notre pays vers une nouvelle renaissance. Mais c'est souvent arrivé dans l'histoire de France, vous savez, on est là par terre et puis on remonte, c'est arrivé. Exactement. Et donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons le travail le plus ingrat qui soit en politique, Charles Gave. Nous travaillons. Ce qui est... Sur lequel il y a peu de rentabilité. Mais enfin, c'est pas grave, moi je fais la même chose. Ce qui est suffisamment rare pour être signalé, vous faites la même chose, vous contribuez à ce débat d'idées et c'est fondamental. Nous travaillons. Nous travaillons sur toutes les politiques publiques. Nous regardons ce qu'il y a sous le tapis. On parle souvent de réforme de l'État, par exemple. Certains font des programmes présidentiels. Souvenez-vous de ce qu'a fait Emmanuel Macron, de 12 pages avec que des incantations. Nous regardons toutes les politiques publiques, nous les épluchons et nous élaborons ce que nous estimons être l'intérêt de la France d'après. Et nous le travaillons. Vous parliez du peuple souverain. Il y a évidemment la mère de toutes les réformes que nous devons mener. C'est une réforme de notre démocratie. Avec la nécessité de mettre en place un référendum d'initiative citoyenne qui soit accessible, qui soit raisonnable, pour que le peuple souverain puisse se saisir des sujets qui lui tiennent à cœur. Et qu'on ne me dise pas
que le peuple vote mal. Le système des votations en Suisse, par exemple, extrêmement intéressant. Et moi, je suis marqué à chaque fois de voir que parfois, vous avez des propositions de référendum parfois exubérants qui sont proposés aux Suisses. Par exemple, on va vous donner un SMIC à, je vais dire un chiffre au hasard, mais un SMIC à 8 000 €. Eh bien, les Suisses votent non. Ce qui montre bien qu'ils sont raisonnables, ils sont capables de peser le pour et le contre. Arrêtons de partir du postulat par principe que le peuple vote mal. Et surtout, vous partez de deux postulats, que le peuple vote mal et que l'élu vote bien. Et moi, j'ai vu très souvent dans ma vie les élus voter de travers pour essayer d'être élus, et le peuple votait très bien quand on lui demandait son avis. Donc, non seulement vous faites l'hypothèse que le peuple vote mal, mais vous faites l'hypothèse que le politicien professionnel va voter bien. Et ça, on a toutes les expériences qu'on veut que c'est pas le cas. Donc, quand ils disent le peuple va voter mal, c'est parce que eux, ils veulent continuer à voter mal. Eux. Donc, il faut faire très attention à ça. Donc, je crois que vraiment, cette histoire de redonner la parole au peuple, encore une fois, moi, j'aime beaucoup la Suisse aussi. Quand il y a un référendum qui a lieu, vous les achetez le journal le lendemain matin dans un kiosque en Suisse, et le titre, c'est « Le souverain a parlé ». Donc, il n'y a plus rien à dire. Vous voulez faire une réforme de la fonction publique ? Vous posez la question en français, s'ils disent oui, il faut la réformer, la CGT n'a plus rien à dire. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle ne peut plus rien bloquer. C'est le souverain qui a parlé. Donc je crois qu'il faut... Et c'est une façon, le souverain, c'est celui qui représente l'intérêt commun, le bien commun. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour lui qu'on travaille. Donc il me semble que cette idée de référendum d'initiative populaire qui a été portée par les Gilets jaunes, et c'est pas un hasard, parce qu'il représente une bonne partie du peuple, je crois que c'est une idée très importante. On peut pas même gérer une armée avec un référendum toutes les semaines, mon général. Alors qu'est-ce que vous en pensez ? Non, mais vous savez, l'armée n'a pas besoin de référendum. En général, dans les systèmes très hiérarchisés, le bon sens règne. Et malheureusement, c'est ce qui manque cruellement à notre pays depuis un certain temps, le pragmatisme et le bon sens. Je crois en effet qu'il est essentiel désormais d'écouter les Français. La crise des Gilets jaunes a été, de ce point de vue, assez révélatrice. Le gouvernement, l'exécutif s'est enfermé dans une logique de refus jusqu'à que un fleuron de notre patrimoine soit atteint, l'Arc de Triomphe, pour que tout d'un coup, parce qu'il y a eu de la casse à l'Arc de Triomphe, on ouvre les vannes et on réponde à la demande du peuple. Tout ça n'a pas de sens. Il faut écouter le peuple quand il s'exprime, même si parfois ça prend des formes un peu particulières. Mais ça prend des formes particulières souvent parce qu'on l'a pas entendu avant. Bien sûr. Parce que on peut pas dire qu'on l'a pas vu, on l'a pas vu arriver le truc des gilets jaunes. Si vous voulez, on l'a vu arriver depuis des années. Donc, s'imaginer, c'était les études de Christophe Guilly sur la France périphérique, etc. Donc, tout ça a été parfaitement diagnostiqué, mais les gars au sommet sont quasiment devenus autistes. Alors voilà. On en revient à ce que je vous disais tout à l'heure, cette rupture entre les élites et le peuple. Et il est absolument nécessaire d'écouter. Et quand je dis le peuple, c'est le peuple, mais aussi, moi j'ai beaucoup de respect pour les élus locaux, parce que c'est eux qui tiennent la démocratie locale et qui agissent au quotidien pour le bien de leurs administrés. Or, on fait très peu de cas des élus locaux. Et même on les détruit, vous savez, en envoyant tout leur pouvoir à la communauté de communes ou je sais pas quoi, on les... Et je pense que s'il devait y avoir un changement dans notre pays dans les années qui viennent, ce changement doit venir des territoires, doit venir des élus locaux, doit venir, j'allais dire, du cœur de notre territoire, du cœur de la France. C'est de là que les choses vont changer. Pas de Paris et des grandes métropoles. Moi, je n'y crois plus depuis longtemps. Parce que c'est une autre réalité, c'est une autre France. Elles sont complémentaires, mais je crains que l'une n'ait pris le pas sur l'autre. Or, je pense que le cœur de notre pays, c'est peut-être les villes, mais c'est aussi les territoires au fin fond du Pays Basque, de l'Alsace, de Provence-Alpes-Côte d'Azur ou de la Bretagne. Ou de la Polynésie française et de la Réunion. Et des Outre-mer. Et de la Réunionnette, voire de la Nouvelle-Calédonie, etc. Ça fait tout ça, ça fait d'excellents Français, comme on chantait autrefois. C'était, je sais plus qui chantait ça, c'était mignon. Petite précision, si vous me le permettez, parce que c'est une nuance sémantique qui m'est chère. On parle souvent des élites à tort. Or, moi, j'aimais une nuance entre l'élite et la caste. Pourquoi ? Parce qu'une nation a besoin d'une élite. L'élite, par nature, ce sont quoi ? Ce sont les meilleurs. Ce sont les meilleurs dans leur domaine. Et une nation a besoin d'une élite. Tout le problème et toute la perversion,
c'est quand vous avez une caste qui se fait passer pour l'élite. C'est-à-dire quand une aristocratie se transforme en noblesse, pour utiliser ce que j'ai dit tout à l'heure. Exactement, c'est exactement le cas. Donc le problème en fait de notre pays n'est pas tant l'élite, parce que vous avez des gens qui font partie de l'élite, qui se retrouvent pour certains d'entre eux d'ailleurs dans la haute administration ou dans certains corps de l'État, et qui sont tétanisés parce qu'ils ne peuvent pas bouger, parce qu'ils veulent servir le bien commun mais on leur demande de ne pas le faire. Et ces gens-là, demain, eh bien, ils ont évidemment leur rôle à jouer dans la refondation politique. Beaucoup. Bien sûr. Il y en a beaucoup. Donc, on a vraiment une grosse tâche devant nous parce que vous avez donc la France, comme vous l'avez dit fort justement, qui a été créée par son État et qui lui a donné une espèce de colonne vertébrale, mais cet État est en train de devenir comme une espèce d'énorme méduse, amorphe, et filant le cancer à tout le monde dès qu'ils approchent de quelque chose. Donc il faut réformer la France, réformer son État. En fait, il faut réformer l'État pour retrouver la France, quoi. Il faut que l'État c'est une porte d'entrée fondamentale. C'est une porte d'entrée fondamentale. Donc quelque part, ce que vous êtes en train de dire, c'est que celui qui s'oppose à la réforme de l'État telle qu'elle existe aujourd'hui est certainement quelqu'un qui condamne la France à mort. Absolument. On peut le dire aussi clairement que vous venez de le faire. Donc, quiconque se présentera au suffrage des citoyens d'ici quelques temps devra donc bien faire comprendre aux Français que ça a un prix, cette renaissance de la France, et pour libérer les énergies productives, il va falloir libérer les Français de la tyrannie médiocre de cet État qui est là où il ne doit pas être et qui n'est pas là où il doit être. Tous les maux auxquels sont confrontés notre pays, et y compris les maux sociaux et les maux sociétaux, les fractures aujourd'hui qui traversent la société française, notamment dans les quartiers, etc. S'il devait y avoir un coupable, c'est l'État. C'est l'État qui a failli dans sa mission. C'est l'État qui s'est concentré sur le superflu et qui a laissé tomber l'essentiel qui était sa mission première, qui est d'assurer l'ordre public, qui est la base de tout contrat social. Qui est la protection, c'est-à-dire la protection des citoyens, des biens et des personnes. C'est tout ce qu'on dit depuis très longtemps. En fait, l'État n'est pas à la place où il doit être. Et il n'est pas là où il doit être. Exactement. Il est là où il ne doit pas être. Exactement. Et donc, on a un vrai problème. Mais, comme disait De Gaulle à quelqu'un qui lui disait mort au con, vaste programme, monsieur, vaste programme, on a du boulot, mais au moins on sait ce qu'on doit faire. Mais c'est ça qui est important, c'est que oui, on a du travail, mais c'est tant mieux. Le pire, c'est si nous avions été dans une situation où nous serions en train de nous regarder en chien de faïence en nous disant le bateau coule, où se trouve la fuite? Nous savons où se trouve la fuite. Nous savons qu'est-ce qu'il faut colmater, qu'est-ce qu'il faut abattre, qu'est-ce qu'il faut reconstruire pour que notre pays reparte et ouvre une nouvelle page de son histoire. Eh bien, nous sommes lancés et tous ceux qui veulent entreprendre ce chemin avec nous, avec vous, sont absolument les bienvenus. Eh bien, écoutez, messieurs, je vous remercie. J'espère que vous reviendrez, puis qu'on parlera peut-être d'autre chose que notre pays, mais il n'y a rien de plus important que notre pays. Vous savez, merci beaucoup d'être venu, mon général. Merci beaucoup d'être venu, Rafik. Merci. C'était. J'espère que cette émission sera suivie par beaucoup de gens, parce que je crois très profondément, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont mal à la France. Le documentaire Chemin de France, présenté par Jean-Baptiste Noé et réalisé par Franck Martin, a rejoint la nouvelle plateforme associative VOD France, qui veut soutenir et mettre en valeur les productions indépendantes. En 4 volets, vous allez pouvoir voyager et entendre des artisans s'exprimer. Un format d'émission libre et spontané. Nous allons vous accompagner sur les chemins de France. C'est à Bonneval que le premier épisode commence. Jean-Baptiste va sillonner la région pour partir à la découverte d'artisans. Donc nous sommes avec Yves qui collectionne des tracteurs. Une rencontre avec Franck, un artisan vannier qui nous partage sa passion pour l'art de la vannerie. Avec Emmanuel, un agriculteur et microbrasseur. Une autre rencontre atypique avec Yves et Laurent, collectionneurs et amoureux de vieux tracteurs. Une balade en calèche avec Patrice. Jean-Baptiste va aussi passer à l'ancien prieuré de Marmoutier, forteresse isolée se dressant au milieu des champs de blé. Une nouvelle étape gastronomique avec la fameuse terrine bonnevalaise, élaborée par la confrérie des Fêlés. Sébastien le caviste va déguster avec Jean-Baptiste quelques vins du Val-de-Loire pour accompagner les repas et les grillades. Et pour finir, Marie-Thérèse vous présentera sa production de fromage au lait de chèvre. La série Chemin de France continue avec un deuxième documentaire où Jean-Baptiste Noé rencontre Thomas Blonski, le maire de la petite commune de Chapelle-Royale. Un petit village de la région Centre,
aux portes du Perche, peuplé de 600 habitants. Ce maire, contre l'avis général, a pris le pari de réintroduire des commerces de proximité et des services pour redonner de la vie à son village et lutter contre la désertification du monde rural. On m'a dit, mais Thomas, c'est pas viable, ça fonctionne depuis 10 ans. La série Chemin de France propose aussi un troisième documentaire où Jean-Baptiste enquête sur le terroir, de la terre jusqu'à l'assiette, avec une escapade gourmande avec le chef Benoît Sello. C'est dans le fameux restaurant de Chartres, le Grand Monarque, que Jean-Baptiste rencontre le chef. La mission est de cuisiner un poulet et le transformer en plat de fête. Dans la même journée, le poulet passe du producteur au cuisinier et dans votre assiette. Visitons la ferme, visitons le potager de Diane, du local, de la tradition, du terroir. La série Chemin de France est aussi un 4e numéro, à la rencontre d'artisans d'art. 3 découvertes, un atelier réputé pour leurs vitraux, une forge, un tailleur de pierre. Vous l'avez compris, ces épisodes sont des voyages, à la découverte des richesses du patrimoine historique de nos régions. J'espère que cette présentation vous a donné envie de visionner cette série de documentaires. Si vous souhaitez passer un bon moment ou simplement aider l'Institut des Libertés, tout est disponible en VOD, en DVD, ou ça, sur vodfrance.com. Le lien se trouve en description YouTube sous la vidéo. Le site est une initiative de l'association Studio Phocéen, qui depuis 2007 propose des activités pour les passionnés du cinéma et de l'audiovisuel. Merci à vous et à bientôt.